Le vent portait une odeur de fer et de cendre. Quand Nathanaël s'approcha de l'ancienne gare, le ciel avait la couleur d'un plafond malade. La bâtisse se dessinait, solitaire, comme un grand corps abandonné, dont le cœur avait cessé de battre. Elle ralentit le pas. Maxou, lui, marchait derrière elle, essoufflé, les joues griffées par les branches et les yeux pleins de fatigue. « Tu crois qu'il y aura des trains ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Plus rien ne part d'ici depuis longtemps, tu sais. » Les vitres étaient brisées, les pancartes pendaient, fatiguées. Les rails s'enfonçaient dans un néant rouillé, squelette d'un monde qui avait cru au mouvement perpétuel, mais qui s'était finalement trompé. Nathanaël contourna les grilles tordues et trouva l'entrée latérale. Un vieux verrou, rouillé lui aussi, gardait encore la porte, comme un chien qui aurait oublié pourquoi il aboie. Elle donna un coup sec. Le métal céda dans un cri rauque, presque humain. Ils entrèrent. La gare était vide. Chaque mur transpirait une mémoire silencieuse. Les bancs, eux, attendaient encore des passagers, qui ne viendraient sans doute jamais. Un panneau d'affichage clignotait encore, par intermittence, dans une lueur fantomatique. Train 4354, retardé. Train 4355, retardé. Train 4356, retardé. Au fond, dans un local technique, une bâche dissimulait ce qu'elle espérait être la moto. Un cadeau, laissé par une ancienne connaissance, jadis, quand elle croyait encore pouvoir rester en retrait du monde. Un vieil ami lui avait promis qu'en cas de besoin, un moyen de transport l'attendrait, ici même. Elle tira la bâche, mais rien. Enfin presque. Il n'y avait qu'un homme, assis, qui avait utilisé cette toile de plastique comme couverture. Il était vêtu d'un manteau long et abîmé par le poids des années, les cheveux noirs, emmêlés, comme des racines sans terre. Ses yeux, étonnamment clairs, la fixaient depuis un fauteuil renversé, au centre d'un cercle de journaux froissés. Il ne cria pas, il la salua, d'un sourire ébréché, comme on tend une pièce à un mendiant. « C'est l'heure ?» demanda-t-il. « L'heure de quoi ?» répondit-elle un peu tendue. Il éclata d'un rire court, sec, sans joie. « Ha 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 ! Du départ, pardi ! Les trains ne passent plus par ici, mais moi, j'attends encore. On m'a annoncé le dernier train, que je ne dois pas rater. » Maxou se serra contre Nathanaël. Il semblait effrayé par l'inconnu. Elle posa une main rassurante sur son épaule. L'homme parlait par bribes, comme s'il récitait un poème oublié, dont les mots avaient été volés un à un. « J'ai vu des enfants, vous savez. Des enfants emportés par des hommes sans visage et des femmes en veste grise. Ils ont repeint les wagons et supprimé les fenêtres. Ils disaient que c'était pour notre bien. Ha ha, notre bien. » Nathanaël s'agenouilla, le regarda droit dans les yeux. « Vous avez vu quelque chose ? Quelque part ? Un endroit où aller ?» Il sembla hésiter, les yeux noyés dans ses souvenirs. Puis, du bout de ses doigts fripés, il tendit un papier chiffonné et griffonné, jauni, comme une dent tombée. Elle le saisit, en gardant une certaine méfiance. Une adresse y était inscrite, ou quelque chose y ressemblait. Cœur de Noé, 7 passages des Lucioles. « C'est là qu'ils l'ont caché, » dit-il dans un souffle. « Ou peut-être pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus rien. Mais j'attends toujours. » Il ferma les yeux, comme si l'effort lui avait coûté trop cher. Nathanaël replia le papier délicatement. Elle comprenait à peine l'échange qu'elle venait d'avoir, mais savait qu'il fallait y croire. Rien ne semblait tenir debout dans ses propos, mais l'intuition vibrait dans ses os. Ce n'était pas une impasse, c'était un indice, un vrai. Elle remercia doucement l'homme d'un hochement de tête, tandis que Maxou, lui, le regardait, comme on regarde un rêve qui parle. En sortant, les rails grincèrent sous le vent. « C'était qui, tu crois ?» demanda l'enfant. « Un veilleur ou un fou. Parfois, c'est la même chose, murmura-t-elle. Ainsi, ils quittèrent la gare, les poches pleines d'interrogations et une adresse presque illisible au creux de la main. Et pendant un instant, elle crut entendre, au loin, le cri d'un train invisible.